La guerre entre au cœur DE la Russie. Quand l'impensable devient réalité qu'un pays entier bascule en zone DE combat. Aujourd'hui la Russie n'est plus un arrière sécurisé mais un espace directement exposé aux frappes. Ses bases aériennes s'embrasent, ses raffineries se consument dans des mers de feu, tandis que des drones frappent des cibles situées à des centaines de kilomètres du front avec une facilité déconcertante. Des lieux autrefois considérés comme intouchables sont désormais atteints. Et le message est sans ambiguïté, aucun territoire n'est à l'abri. Mais ce qui frappe le plus durement Moscou n'est pas seulement la violence de ces attaques, c'est leur caractère progressif, car rien de tout cela n'est survenu en une seule nuit. Ce phénomène s'est construit au fil des années, chaque coup plus profond, plus audacieux, plus difficile à contrer. La Russie pensait pouvoir franchir la frontière ukrainienne et s'emparer de ce qu'elle voulait sans rencontrer de résistance significative, encore moins subir des frappes en retour sur son propre territoire, mais cette lecture s'est révélée profondément erronée. L'Ukraine a résisté, elle a défendu son sol, et avec le temps elle a franchi une nouvelle étape en projetant drones, missiles et même incursions vers le territoire russe, transformant progressivement la Russie en une zone de combat active. Au point que Sergueï Shoigu a reconnu en mars 2026 qu'aucune région du pays ne pouvait se sentir en sécurité. Et pour comprendre comment une telle situation a émergé, il faut revenir au début du conflit. Lorsque l'idée même que l'Ukraine puisse mener la moindre attaque sur le sol russe paraissait irréaliste, les deux nations pouvaient être voisines et liées par l'histoire. Mais sur le plan militaire l'écart semblait immense, la Russie apparaissait comme une puissance écrasante avec une armée massive, des milliers de chars, des dizaines de milliers de véhicules blindés, des stocks hérités de l'Union soviétique regorgeant d'équipements et de munitions, une artillerie abondante et des missiles capables de provoquer des destructions considérables, appuyés par une aviation et une marine parmi les plus puissantes du monde et près d'1 million de soldats actifs. À l'inverse, l'Ukraine n'était pas considérée comme une force majeure, ce qui explique pourquoi de nombreux analystes prédisaient une résistance limitée en cas d'invasion. Même les plus optimistes pensaient qu'elle pourrait mieux préserver une partie de son territoire sans infliger de dommages sérieux aux infrastructures russes. Pourtant les premiers signes d'un potentiel inattendu sont apparus rapidement. Quelques mois après le début de la guerre, des rumeurs d'attaques sur des installations situées en Russie, notamment un dépôt pétrolier dans la région de Belgorod, ont commencé à circuler. Certaines de ces informations restaient incertaines. D'autres étaient soupçonnées d'être amplifiées pour mobiliser l'opinion publique, mais avec le temps les incidents se sont multipliés, explosions inexpliquées dans les régions frontalières, incendies dans des dépôts de carburant, attaques de drones, et il est apparu que certaines de ces actions n'étaient même pas menées par l'Ukraine, mais par des groupes opposés à la guerre à l'intérieur même de la Russie, comme ceux ayant saboté des infrastructures ferroviaires pour ralentir l'acheminement logistique vers le front. Ces événements, même indirects, ont révélé une vulnérabilité croissante, et à la fin de l'année 2022, moins d'un an après le début du conflit, l'Ukraine a revendiqué ses premières frappes confirmées sur le territoire russe, visant les bases aériennes d'Engels et de Diaghilevo, situées loin derrière la ligne de front et abritant des bombardiers stratégiques tels que le Tupolev Tu-95, utilisé pour lancer des missiles de croisière. Le 5 décembre 2022, ces installations ont été frappées, provoquant des explosions et des dégâts significatifs, puis le 26 décembre une nouvelle attaque a ciblé Engels, confirmant qu'il ne s'agissait pas d'événements isolés mais d'une capacité réelle et répétée à frapper en profondeur, marquant le moment où la Russie a commencé à ressentir la guerre sur son propre sol, et à partir de l'année 2023. La nature du conflit a évolué, initialement dominée par des offensives conventionnelles impliquant chars et véhicules blindés face à des défenses retranchées ukrainiennes. La guerre a progressivement changé de visage avec l'émergence massive des drones, utilisés de manière croissante par la Russie pour frapper les positions militaires et les infrastructures civiles, contraignant l'Ukraine à s'adapter face à une menace nouvelle, capable d'être produite rapidement, à faible coût et déployée en grand nombre, formant de véritables essaims explosifs difficiles à détecter et encore plus difficiles à intercepter, capables d'infliger des destructions considérables en un temps très court. Loin de se contenter de subir cette nouvelle ère dominée par les drones, l'Ukraine a appris, s'est adaptée et a bâti sa propre industrie nationale, prouvant que si Russie pouvait le faire, Kiev en était tout autant capable. Et dès le 3 mai 2023, le monde a été témoin de cette montée en puissance lorsque plusieurs drones ont frappé un aérodrome dans la région de Bryansk, touchant 2 cibles et en détruisant complètement 2 autres. Tandis qu'un appareil restait introuvable. Le même jour, des rapports faisaient état d'une attaque audacieuse visant le Kremlin lui-même, siège du pouvoir russe, avant que, plus tard dans le mois, 8 drones ne pénètrent dans Moscou, un événement qui, malgré des dégâts limités, a provoqué une onde de choc considérable, révélant qu'un pays que beaucoup pensaient incapable de résister pouvait désormais frapper à près de 300 miles au cœur même de la capitale russe, une métropole de plus de 13 millions d'habitants. Centre du pouvoir politique et économique où réside notamment Vladimir Poutine, dès lors une question s'impose avec force. Si une telle capacité a émergé après seulement 1 an de guerre, alors que l'Ukraine subissait simultanément des offensives terrestres et des frappes aériennes continues, jusqu'où pouvait-elle aller? La réponse s'est progressivement dessinée au fil de l'année 2023, avec une intensification des attaques de drones accompagnée d'une stratégie plus vaste.
matérialisée à la fin du printemps par une incursion terrestre dans la région de Belgorod, impliquant principalement des volontaires non ukrainiens, notamment des groupes anti-Kremlin tels que le Corps des volontaires russes ainsi que des combattants venus de Pologne et de Biélorussie, constituant alors la plus grande opération transfrontalière du conflit. Ces forces menant des actions de sabotage contre les infrastructures russes tout en soutenant les défenses ukrainiennes le long des axes de Sumy et Kharkiv, infligeant également un choc psychologique profond aux troupes du Kremlin, dont beaucoup avaient été persuadés qu'elles seraient accueillies en libérateurs et que leur opération se conclurait en quelques semaines avec des drapeaux russes flottant à Kiev, une illusion désormais brisée alors même que des forces hostiles apparaissaient sur le sol russe. Un basculement perçu par une partie de la population comme le signe d'une escalade échappant au contrôle du pouvoir central. Et ce n'était qu'un début, car l'année 2024 s'est imposée comme un tournant décisif, loin des attentes de Moscou qui espérait une victoire rapide grâce à une pression militaire massive. L'Ukraine s'est au contraire renforcée, intensifiant et raffinant ses frappes de drones en ciblant non seulement les bases aériennes et les dépôts d'armes, mais aussi les infrastructures pétrolières, identifiées comme le pilier essentiel de la machine de guerre russe, fournissant à la fois le carburant nécessaire aux opérations militaires et les ressources financières permettant de soutenir l'effort de guerre. Ainsi, en frappant raffineries, oléoducs et réservoirs, Kiev cherchait à affaiblir structurellement son adversaire, une stratégie illustrée par au moins 84 attaques confirmées au cours de l'année. Parallèlement, l'industrie de défense ukrainienne a accéléré son développement, produisant des missiles plus performants, capables d'atteindre des distances supérieures et d'égaliser voire dépasser certaines capacités occidentales, avec plus de 50 frappes impliquant notamment les systèmes Neptune et des drones longue portée visant des cibles situées à près de 1000 miles, telles que des installations industrielles stratégiques, tandis que les Alliés autorisaient enfin l'utilisation d'armes occidentales contre des objectifs situés à l'intérieur du territoire russe, augmentant encore la pression sur Moscou, y compris avec des missiles comme Storm Shadow frappant des aérodromes et infrastructures clés, en mer également. L'Ukraine a démontré une efficacité redoutable en infligeant des pertes significatives à la flotte de la mer Noire, forçant les commandants russes à repositionner leurs navires vers des zones jugées plus sûres, réduisant ainsi la menace sur le territoire ukrainien et permettant la réouverture de routes d'exportation vitales, contribuant à stabiliser l'économie nationale avant qu'un nouvel épisode majeur ne survienne avec l'offensive de Koursk le 6 août 2024, lorsque les forces ukrainiennes ont établi un nouveau front sur le sol russe, non pas dans une logique d'occupation ou de destruction des populations civiles, mais dans une manœuvre stratégique visant à contraindre l'armée russe à disperser ses forces, à soulager la pression sur d'autres fronts et à offrir un répit crucial aux unités ukrainiennes. Une opération qui, dans ses premières phases, s'est déroulée avec une résistance limitée, confirmant que cette guerre avait définitivement changé de nature et que l'initiative stratégique n'appartenait plus exclusivement à Moscou.